Amis de Les Magazine, bonsoir à vous tous. Aujourd'hui, 19 mai 2023 à 6 heures, nous aurons Madame Ribeiro, invitée spéciale de cette interview. Et mon ami Giancarlo Calciolari, directeur de Transfinito Conflitti, qui sera avec nous. Et je suis heureux de voir Madame Ribeiro comme invitée. Une femme très engagée au niveau culturel et social, qui a voyagé dans 102 pays, qui a travaillé près de 50 ans à l'UNESCO, notamment au patrimoine mondial de l'UNESCO. Après des études d'étoile à la fac de l'URSA, d'histoire de l'art et à l'école de Lourdes, Madame Ribeiro a créé son association PACE, partage de notre bien culturel et romain. Ce soir, nous pourrons parler sur sa activité très importante qui l'amène à parcourir le monde et à défendre la culture et les droits humains. Amis de Le Magazine, bonsoir à vous tous. Et vous avez écouté l'entrée, le permis, et je suis heureux ce soir d'avoir d'accueillir Madame Deolinda Ribeiro, et une femme très engagée au niveau culturel et au niveau social. Et maintenant, je donnerai la parole à Giancarlo Calciolari qui nous accompagne ce soir. Giancarlo Calciolari est directeur de Transfinito Conflitti et la présentation de l'activité de Madame Ribeiro serait fait par Giancarlo. Je remercie Madame Ribeiro et mon ami Giancarlo Calciolari. Giancarlo a la parole à toi. Bonsoir à Madame Deolinda Ribeiro, bonsoir à Pino. Et je commence par une présentation de Madame Ribeiro et qu'elle a travaillé pendant 30 ans à l'UNESCO et elle a une formation en 3 sections, ça me semble, c'est-à-dire il y a eu une formation pédagogique, puis une formation juridique et aussi une formation en art, en histoire de l'art. Et aujourd'hui, Deolinda a créé son association PACE, et partage de notre ADN culturel Euromonde, dont elle est la présidente, et où elle fait connaître les patrimoines européens à travers le monde et la diversité culturelle du monde en Europe. En particulier, il y a un échange qui est en train de se créer. Et en 2024, elle fera découvrir le patrimoine marocain et arabe au Portugal. Et elle est originaire du Portugal, Madame. Et puis le patrimoine portugais et européen au Maroc. Elle a une rubrique culturelle dans la revue Liberty Mag et participe au lancement de la revue Mag Europe en octobre prochain. Et dans ces fonctions, Deolinda Ribeiro est membre aujourd'hui du Conseil des générations futures de la mairie de Paris
et qui se penche actuellement sur la création d'un laboratoire sur le bonheur. Existe la définition, là, c'est fort, est membre du Conseil parisien des Européennes où elle a créé le groupe Culture UE dont elle était la porte-parole et est actuellement membre du groupe de travail sur les droits des personnes en situation de handicap. Nous voyons que comment dire, ces trois parties de votre formation, elle intervient toujours. C'est vraiment votre façon d'intervenir. La première demande est sur l'actuel maintenant de votre pratique, c'est-à-dire c'est quoi qui est dans, comment dire, en premier plan aujourd'hui dans ce que vous êtes en train de faire dans ce vaste programme aussi. Merci, Yolinda. À vous. Alors, pour moi, à l'UNESCO, il y a un programme qui s'appelle le partage de notre patrimoine et le partage du savoir. Donc, pour moi, c'est pour ça que j'ai créé l'association Pace, Pace qui veut dire paix en latin, parce que je veux absolument partager ce que j'ai appris pendant mes 30 années à l'UNESCO et aussi donner envie aux Européens de devenir citoyens européens, surtout qu'on a des élections l'année prochaine, les élections européennes, et aussi de faire connaître la richesse du patrimoine européen à travers le monde, mais aussi la richesse du patrimoine du monde en Europe, parce qu'il y a eu des échanges tout au long des siècles, et ce qui a enrichi à la fois les pays du monde, mais aussi l'Europe. Pardon. Bien. Et Oui. Madame, vous avez le WhatsApp ouvert? La chat, Non. Non, alors tu l'as tout, Giancarlo. Pourquoi? Non, il y a quelques bruits. Non, et... Pas de problème, pas de problème. Pas de problème. Oui. Non. Alors, vous êtes engagé, très engagé à Paris, mais vous avez voyagé en 62 pays du monde. Et je me demande quelle est la motivation intérieure avant que les professionnels vous apportent à faire cette émission. Alors, en fait, comme vous l'avez dit, je suis d'origine portugaise, mon père. Et en fait, nous, les Portugais, nous sommes de grands navigateurs. On a beaucoup, les ancêtres, on a beaucoup voyagé. Et aussi, j'ai une passion pour tout ce qui est monuments, les anciens, la culture, les monuments, les bâtiments, les musées. J'ai une passion pour la culture. J'avais un professeur de savoir-vivre, protocole, histoire géo, le lieutenant-colonel Bayarcha, qui nous demandait de nous coucher tous les soirs en ayant appris quelque chose. Donc, il m'a donné cette passion d'apprendre de l'autre, de la diversité culturelle. Et je pense que c'est quand on apprend de l'autre, on est plus ouvert au monde et on accepte plus la différence. Ah oui, merci. Mais vous maintenant êtes à Glasgow en France, à Paris? Alors, en fait, je me partage entre Paris et Lisbonne, parce que j'ai une maison à Lisbonne, à Cascais, et donc je suis à Paris et je vais souvent chez moi au Portugal. Et pour vous faire plaisir, pour moi, le plus beau pays au monde, c'est l'Italie. Pourquoi? Parce qu'en Italie, il y a à la fois le patrimoine étrusque, romain, grec, mort. Il y a une richesse culturelle, matérielle et immatérielle incroyable en Italie, que j'ai retrouvée d'ailleurs récemment quand j'ai visité la Sicile, Syracuse, Noto, Catane. Si, quelques semaines passées. Oui, il y a 15 jours.
vous avez visité Noto et Siracusa, les baroques siciliens. Voilà, Noto, le baroque sicilien, et Catane, il y avait toutes les arènes archéologiques gréco-romaines, et aussi à Syracuse. C'est incroyable cette richesse culturelle qu'il y a en Italie et qui est préservée. Les Italiens préservent vraiment leur culture. Mais vous avez une formation artistique genre, oui, alors, excusez-moi, mais les patrimoines culturels, c'est pas seulement l'art, mais aussi les côtés naturels et les incroyables côtés naturels qui tout le monde est dans la Méditerranée et dans l'Europe existe. Oui. Au patrimoine mondial de l'UNESCO, nous avons plus de 1300 sites et ce sont des sites à la fois culturels et naturels, et on a aussi des biens mixtes, des biens qui sont à la fois naturels et culturels. Et par exemple, en Italie, vous avez les Pouilles qui ont été inscrites il n'y a pas très longtemps sur la liste du patrimoine mondial. Et en France, on a les CAUS, CAU2SES, qui ont été inscrites, qui est un site naturel. Et la nature nous apprend beaucoup de choses, en fait, et l'homme a su vivre en harmonie avec la nature. Je pense que c'est très important. Regardez ce qui se passe en ce moment à Émilie-Romagne. J'ai des amis qui habitent à Bologne, et on voit que le changement climatique peut détruire à la fois la nature, la culture il y a eu des morts, donc c'est important de vivre en harmonie avec la nature. Et pas seulement, aussi les habitudes traditionnelles dans l'alimentation. Les produits locaux traditionnels aussi, ces produits sont considérés patrimoine culturel. Oui, ça s'appelle le patrimoine immatériel. Donc, je reviens à l'Italie. L'Italie, la pizza a été inscrite sur la liste du patrimoine immatériel. En France, l'art de faire la baguette française, très connue. Au Portugal, on a le fado, la musique, le fado qui a été inscrit. En France, on a l'art de recevoir à la française. Les journalistes raccourcissent en disant la cuisine française, mais le patrimoine, c'est à la fois du matériel et de l'immatériel. C'est la diversité culturelle du monde qui est représentée dans la liste du patrimoine matériel et immatériel de l'UNESCO. Et c'est une reconnaissance internationale puisque ce sont 193 pays qui valident ces inscriptions sur la liste du patrimoine mondial. Qui ont pour but, c'est une préservation de notre richesse, de notre patrimoine pour les générations futures, parce que nous voulons que nos enfants, nos petits-enfants puissent apprécier ce que nous, on apprécie. Bien, nous avons trois amours en commun. Les Porto et la beauté naturelle du Portugal et toute la France au niveau culturel, artistique et naturel, et l'art de la Renaissance italienne. Giancarlo. Oui, une question. Dans les patrimoines, vous vous êtes occupé ou vous avez des informations à nous donner en ce qui concerne, disons, la documentation, les bibliothèques, parce que là, il y a tout dans l'Occident, il y a un travail qui sont presque en train de vider avec l'excuse de la numération, mais c'est ça aussi à conserver. Il y a un travail qui fait l'UNESCO qui... Oui, nous avons une section qui s'occupe, la section des musées, qui s'occupe de préserver des bibliothèques, des musées, des manuscrits. Par exemple, vous avez entendu parler des manuscrits de Tombouctou, l'UNESCO
protège les manuscrits de Tombouctou. Et nous avons aussi un autre service qui s'occupe de protéger les archives, tout ce qui est les archives internationales. Donc, pour préserver ces documents pour les générations futures. Il y a toujours une volonté de préserver pour les générations, pour nous et pour les générations futures. Bon. Si, Tu peux continuer, Jacques. Oui, si vous pouvez nous dire, comment dire, quelque chose en plus sur ce groupe de travail sur les droits des personnes en situation de handicap. C'est comment qu'émerge maintenant ce groupe de travail. Alors en fait, c'est donc au Conseil parisien des Européens, c'est un conseil qui regroupe des personnes, des Européens vivant à Paris. Alors, il y a les 27 nationalités, 27 nationalités. Et ensuite, il y a une saisine par les adjoints à la maire, à Madame Hidalgo, qui demande, voilà, est-ce que vous voulez travailler sur là, cette année, ils veulent que nous travaillions de nouveau sur la culture, la citoyenneté européenne, puisqu'il y a les élections européennes l'année prochaine. Et ensuite, il y a sur l'écologie. Et le quatrième, il y a la petite enfance, aussi la petite enfance, et donc les dossiers sur les personnes en situation de handicap. Surtout que le Conseil de l'Europe vient récemment de dire que la France, c'est le pays européen qui respecte le moins le droit des personnes en situation de handicap. Alors, quel est notre travail? Notre mission pendant 1 an, ça va être de voir les bonnes pratiques qu'il y a en dehors de la France. Et donc chacun, par exemple moi au Portugal, la jeune femme du Danemark, ce qui se passe au Danemark, etc., etc. Donc les 27 pays, les 27 représentants, les personnes représentantes des 27 pays. Et ensuite, ils doivent venir avec ces bonnes pratiques pour pouvoir les appliquer en France, à Paris, puisque c'est le Conseil parisien des Européens, et peut-être de l'étendre au niveau de la France pour améliorer la visibilité et l'accessibilité de ces personnes en situation de handicap à Paris et en France. Et il y a un rapport tous les ans qui est édité par la Commission européenne qui donne un prix au pays ou à la ville qui applique le mieux les droits, qui défend le mieux les droits des personnes en situation de handicap. Et l'année dernière, c'est le Luxembourg qui a eu le prix. Une année précédente, il y a eu Lyon. Donc, en fait, l'Europe travaille assidûment sur ce dossier. Donc, nous, au Conseil parisien des Européens, on nous a demandé d'apporter des lumières pour que l'adjointe à la maire à Paris, elle s'appelle Lamia El Haraj, pour qu'elle puisse voir si elle peut appliquer ces bonnes pratiques à la ville de Paris et par extension en France. Bon, madame, en pratique, ce travail, comment il est développé? Alors, comment il est développé? Alors là, on commence. Quelle action? Alors, pratique? En fait, vous savez qu'on a les Jeux Olympiques l'année prochaine à Paris, et on a aussi les Jeux Paralympiques à Paris. Donc, alors, on commence par aller interviewer des personnalités. On va commencer par interviewer des personnes en situation de handicap, parce qu'il y a le principe passe en moi. Donc, on ne peut pas parler des personnes en situation de handicap sans leur demander, eux, qu'est-ce qu'ils pensent, comment on pourrait améliorer leur situation. Et ensuite, donc on a proposé de rencontrer la ministre française en charge du handicap, d'autres personnalités pour pouvoir après aller voir dans nos pays respectifs, voir soit les ministres qui sont en charge du handicap, soit des maires, soit des élus. Et aussi, on nous a demandé aussi, le Conseil, en fait, c'est le Conseil de l'Europe qui a demandé d'améliorer la visibilité de ces personnes en situation de handicap dans la vie publique et dans la vie politique. Parce que, bon, je ne sais pas si vous connaissez, moi à Paris ou en France ou même au Portugal, je ne connais pas un député, un ministre qui est
ou aveugles ou dans un fauteuil roulant. Donc, il faudrait qu'on donne plus de visibilité à ces personnes. Votre activité est destinée seulement aux personnes avec handicap? Là, pour le Conseil parisien des handicaps, Conseil parisien des Européens, en fait, je suis dans le groupe écologie cette année et dans le groupe pour les personnes en situation de handicap. Je suis dans ces deux groupes de travail et je suis aussi à la ville de Paris au Conseil des générations futures pour la création d'un laboratoire sur le bonheur. C'est un thème très large. On a commencé par voir ce que les philosophes, les grands philosophes pensaient du bonheur. Et ensuite, on a étendu notre recherche au niveau des pays qui sont élus chaque année comme les pays où le bonheur, les bonheurs existent, comme le Bhoutan ou la Finlande, la Norvège, etc. Et donc, là, on est en train de finaliser un rapport qu'on doit rendre au Conseil de Paris pour que soient mis en place nos propositions pour la création de ce laboratoire pour le bonheur. En fait, le bonheur, ce laboratoire sur le bonheur, aura pour but en fait d'améliorer la vie des Parisiens, puisque c'est un conseil parisien, la vie des Parisiens à Paris. Et peut-être après, ça peut être appliqué dans les autres villes françaises ou ailleurs. Bien. Giancarlo? Une demande pas facile à faire. Est-ce que cette intervention peut s'occuper aussi de la situation de détresse aujourd'hui des enfants ukrainiens? En particulier, il y a toute la question de la déportation de beaucoup d'enfants aussi. Et alors nous avons des enfants ici, en Italie, dans plusieurs endroits, qui ont été accueillis et qui nous posent qui posent des questions, disons. Alors, au niveau des enfants, donc la ville de Paris a accordé, surtout l'adjoint en maire en charge de l'international, Arnaud Ngacha, travaille beaucoup sur ces questions de l'Ukraine. À l'UNESCO aussi, notre directrice générale, Madame Azoulay, est allée en Ukraine, mais au niveau des enfants, l'UNICEF, c'est l'UNICEF au niveau des Nations Unies, c'est l'UNICEF, vous savez que l'UNICEF, ce sont la famille et les enfants. Donc, c'est vrai que c'est eux qui auront plus la main mise sur ce dossier, c'est-à-dire de mener des actions en partenariat avec l'Europe. Bien. Et en Italie, ils sont pas très populaires les citoyens ukrainiens qui ont trouvé refuge. Et sont très beaucoup en Pologne. Et notre association, et aussi des associations de volontaires, est engagée en Pologne pour porter des aides. Et Giancarlo, la dernière question de ta part. Nous avons 10 minutes. C'est, comment dire, question de témoignage. C'est-à-dire, tout ce travail-là a aussi un côté qui va à devenir publication. Est-ce qu'il y a... Alors, pour mon association, en tant que présidente de mon association Paché, comme ça a été mentionné, nous sommes en train de lancer une revue qui va, le numéro 1 va raconter l'histoire de l'Europe depuis Zeus qui a séduit Europe en se transformant en taureau jusqu'à nos jours, avec l'adoption de l'euro, tout ce qui s'est passé. Ensuite, on va interviewer, il y aura Michel Barnier qui a accepté d'être interviewé. On va aussi la ministre, Madame Beaune, la ministre
de l'Europe en France. On a aussi on a un député écossais. On leur a demandé, on a demandé pourquoi l'Écosse veut revenir en Europe. Les raisons économiques et autres. Et alors ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2 va parler bien sûr du patrimoine marocain au Portugal, puisqu'on on va aller au Portugal pour les 50 ans de la révolution des œillets, le 25 avril 2024, 50 ans après 74. Et le numéro 3 sera sur le patrimoine portugais et européen au Maroc. Ça, c'est la revue Europe. Ensuite, on a, pour le Conseil parisien des Européens, on rend un rapport qui ensuite est publié sur Internet pour les 5 groupes de travail. On le présente d'abord au Conseil de Paris et ensuite il est mis en ligne sur le site de la mairie de Paris. Pour le Conseil des générations futures, pareil. Notre rapport va être remis au Conseil de Paris et ensuite il sera mis en ligne sur le site de la mairie de Paris. Et j'écris aussi des articles pour la revue Liberty Mag, qui se veut une revue qui essaie d'être positive et optimiste, de traiter de tous les sujets de façon optimiste et positive. Bien. Et madame, vous avez participé et je ne sais pas, peut-être organisé et dans les semaines passées une réunion à la maire, au conseil de la maire de Paris pour inviter les citoyens qui ont résidence en France et en Paris en particulier pour aller à voter pour le Parlement européen l'année prochaine. Et beaucoup des étrangers qui habitent en France sont d'origine nord-africaine et surtout tunisiens, marocains et algériens. Et vous avez un programme, une événement pour l'année prochaine qui fera découvrir le patrimoine marocain et arabe au Portugal et puis le patrimoine portugais en Europe et au Maroc. Et sera partagé, ces programmes sera partagé avec les autres pays européens. Vous voulez expliquer, s'il vous plaît, ces programmes? Alors, en ce qui concerne le Conseil parisien des Européens, le groupe de travail sur la citoyenneté, en fait, ils vont travailler sur donc les élections, notamment sur les élections européennes, parce que il y a pour les Européens qui habitent à Paris ou en France, il n'y a pas beaucoup d'Européens qui habitent à Paris ou en France qui s'inscrivent sur les listes électorales, peut-être parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent voter à Paris ou qui peuvent voter dans leur pays respectif. Donc, on va publier un flyer où on va les inviter à s'inscrire sur les listes électorales et à voter. C'est très important. Alors, pour le patrimoine européen dans le monde et le patrimoine du monde en Europe, donc on commence là par le Portugal et le Maroc, mais ensuite il y aura le patrimoine italien en Égypte. On aura, parce que chaque année, on fait un voyage dans un pays européen et ensuite dans le pays du monde. Alors ensuite, il y aura donc le patrimoine italien en Égypte et le patrimoine égyptien en Italie, notamment le musée de l'Égypte à Turin, qui est magnifique. C'est un des plus beaux musées pour moi égyptien. Ensuite, à suivre, il y aura le patrimoine néo-zélandais en Hollande. Et ensuite, le patrimoine hollandais en Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, le mot Zélande, c'est une région en Hollande. Et ensuite, chaque année, on fera un voyage et on découvrira le patrimoine du monde dans un pays européen et ensuite le patrimoine de ce pays dans l'autre pays du monde.
C'est en fait les échanges, l'enrichissement mutuel, les échanges qui ont permis linguistique, culinaire, musique, couture, tout le patrimoine matériel et immatériel. Bien. Giancarlo, la dernière question est après les élus. S'ouvre d'autres questions. Ma demande, c'est comment nous ferons les voyages entre Israël et l'Occident et entre l'Occident et Israël, parce que là, ce n'est pas entre un pays et un autre, c'est entre Israël et l'Occident entier. Et il faudrait même parler de l'Orient, hein, parce qu'il y a Israël aussi en Chine. Et... Alors c'est pas tellement Israël, c'est plutôt parce que ma mère est grecque juive, donc je connais bien le dossier. Donc c'est le patrimoine juif. Il y a une forte communauté juive en Chine, il y a une forte communauté. Donc en fait c'est les échanges entre. Pour l'instant, je n'ai pas mis à mon ordre du jour cette question, surtout en ce qui se passe actuellement avec la Palestine. Et vous savez peut-être que quand la Palestine est devenue État membre à l'UNESCO, la Palestine est État membre à l'UNESCO, c'est la seule organisation internationale où la Palestine est État membre. Elle est dans les autres organisations internationales, elle est État observateur. Et quand donc la Palestine en 2011, elle est devenue État membre à l'UNESCO. Les États-Unis et Israël ont quitté l'UNESCO. Et là, dernièrement, la Palestine a déposé une requête pour devenir État membre à l'ONU et les États-Unis ont annoncé qu'ils mettaient leur droit de veto. Si tel était le cas, qu'ils allaient mettre leur droit de veto. Donc, c'est plus une question politique, géopolitique. Donc, comme vous le savez, il vaut mieux se tenir un peu en retrait en attendant de voir l'évolution de ce dossier. Bon. Oui, je savais que ce n'était pas facile la question. Voilà. J'ai bien répondu. Oui. Bon, nous avons fini le temps. Madame, je vous remercie sincèrement. Et je vous invite si vous voulez, à envoyer votre publication pour Helios Magazine, et aussi en français ou italien, comme vous voulez. Et j'espère de vous rencontrer des personnes et d'avoir une autre occasion d'approfondissement de ces questions. Alors moi, je vous invite, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité d'être interviewée. Et si vous passez à Paris, je vous invite à visiter l'UNESCO. Oui, je pense que l'année prochaine serait Paris pour les droits humains, que c'est une association de laquelle je fais partie. Ce sera avec plaisir de vous recevoir et de vous faire visiter. Merci, au revoir, madame. Et Giancarlo, tu reste avec moi et madame, si vous voulez, pouvez fermer votre intervention. Merci, bonne soirée, au revoir. Merci à vous, madame. Au revoir. Allora, Giancarlo, chiudiamo la trasmissione ringraziando i nostri ascoltatori e ricordando come sempre che queste nostre interviste, oltre ad essere in diretta su Facebook e su YouTube, poi rimangono su YouTube sul canale di Helios Magazine, che sarà, diciamo, poi divulgato attraverso i nostri social media. Grazie Giancarlo e ci sentiamo. Grazie alla signora.